Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Quad 9, l'émission dédiée à l'innovation et à la technologie. Au programme de ce soir, nous avons la toute nouvelle sortie de Twilight 5 de Revelation, les revues cinéma de la semaine, Astuce truc, la carte mère et ses composantes, c'est dans le 41e numéro de votre émission Quad 9. Cinéma. J'ai vraiment eu tort de te sous-estimer. Je te pensais incapable de surmonter le moindre obstacle. Et tu y arrivais. Je ne pensais pas que tu serais à ce point... toi. J'avais terminé ma vie humaine et je me sentais plus vivante que jamais. Je pensais que l'éternité nous appartiendrait. Mais l'éternité risquait d'être brève. Je viens d'énoncer un crime. Ce que les Cullen viennent de faire est effroyable. Les Volturi croient Renesmee immortelle. Elle est venue au monde, elle n'a pas été mordue. Elle grandit chaque jour. Troublant. Engendrer un enfant immortel est prohibé depuis longtemps et puni du châtiment suprême. La mort. Qu'y a-t-il, Alice? Les Volturi, ils viennent nous détruire. Si le monde savait la vérité, nous pourrions leur faire entendre raison. Notre quête de vampires commença dans les régions les plus reculées du monde. Ma famille est en danger, aidez-moi, je vous en prie. Chacun avec son talent propre. Tu es une femme hors du commun. Nous viendrons. Les meutes combattront. On n'a jamais eu peur des vampires. Je ne laisserai personne te faire du mal. Cinéma. C'est un village scandinave en bordure de forêt, un village et surtout une communauté qui l'occupe, soudée et solidaire. En venant s'installer dans cette petite bourgade, Lucas, professeur de 40 ans, pensait pouvoir trouver le repos, s'installer avec sa nouvelle amie et renouer avec son fils adolescent. Un projet qui vole en morceaux le jour où une jeune élève l'accuse d'attouchement. La chasse, un film de Thomas Vinterberg, prix d'interprétation masculine à Cannes pour la performance de Mads Mikkelsen. Aujourd'hui, je vous confie le gouvernail. On connaissait Gad Elmaleh pour ses rôles déjantés. Dans Le Capital de Costa Gavras, l'acteur surprend en incarnant un personnage plus que sérieux. Monsieur Tourneuil, petit banquier soudainement propulsé directeur de multinationale. En accédant au cœur du système financier, il va perdre ses valeurs et se laisser prendre dans un jeu très dangereux. J'ai pas envie d'être une femme de président si je dois m'habiller comme une femme de président. Si ça te pèse trop, tout ça, tu peux tout quitter. Immersion musclée dans les patrouilles de la police californienne. Dans End of Watch de David Ayer, on suit deux policiers, Jake Gyllenhaal et Michael Pena, dans leur traque quotidienne des gangs des banlieues de Los Angeles. Action garantie pour ce film où l'on observe les interventions aussi bien depuis les caméras de surveillance que du bout des canons des deux flics, un peu tête brûlée. On termine avec Sur le chemin des dunes, premier long métrage du réalisateur flamand Bavo de Furne. Dans une Belgique fantasmée entre plages de sable fin et cabarets texans à la fin des années 60, on voit grandir Pim, garçon taciturne et rêveur, dont la mère est une ancienne reine de beauté. Alors qu'il vient d'avoir 16 ans, la relation qui le lie à Gino, son meilleur ami, va prendre une nouvelle tournure. Un technicien dans le champ, un autre technicien dans le champ, on vous dévoile tout.
Faux Raccord, votre séquence de correction de film. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un technicien dans le champ, un autre technicien dans le champ, rien ne m'échappe. Bah, d'habitude vous dites deux trucs différents. Ouais, mais il y a plein de techniciens dans la saga Ocean. Bah moi en attendant j'ai trouvé une petite erreur à la fin du générique de Ocean 12 et c'est pas un technicien dans le champ. Dans ce cas-là, vous me la racontez et c'est moi qui l'a dit au spectateur. Je vois pas pourquoi. Parce que vous avez une voix qui énerve les gens. C'est mieux si c'est moi qui parle. Trop tard. Regardez ici, il y a une faute à préfecture. Non. Si, il y a pas d'accent sur le deuxième E. Ouais, je suis pas sûr. Bah moi je suis sûr. En revanche, il manque un accent ici sur le E de intérêt. Allez, je vous repasse la main Michel, vous voyez, on peut cohabiter tranquillement et qu'est-ce que vous faites? J'essaie d'améliorer votre voix. Ouais bah arrêtez là, c'est complètement... Arrêtez ça, c'est lourd. Ok, tant qu'on y est, je vous montre un autre truc dans le générique. Là, regardez, directeur photo, Peter Andrews. Vous savez qui c'est? Non. Eh ben c'est un pseudo qu'utilise Steven Soderbergh, le réalisateur, pour ne pas être crédité deux fois. Peter et Andrew, ce sont en fait les deux prénoms de son papa. Et lorsqu'il est monteur de son film, il utilise le pseudo Marianne Bernard, le nom de sa maman. Oui, sauf qu'il y a écrit Stephen Mirion là pour le montage. Parce que Soderbergh a pas monté la saga Ocean. Faut suivre un peu Michel. Allez, on t'attend, bouge ton cul. T'as raison, je vais entrer dans le vif du sujet avec cette scène. Regardez derrière Rusty et Saul. Vous pouvez voir passer un couple de figurants. Voilà. Maintenant, j'avance de 50 secondes quand Brad Pitt s'en va. Et qui retrouve-t-on ici? Nos deux tourtereaux. Ils cherchent peut-être leur place. Dans ce cas, ils auraient dû arriver en sens inverse. Parce que là, ça voudrait dire qu'ils ont fait le tour du stade. Ah, c'est pas faux. Allez, on reste avec Saul au moment où il se fait passer pour un mafieux du nom de Zerga. Écoutez ça. Monsieur Zerga, voici le directeur de mon casino, Monsieur Walsh. À présent, si vous voulez bien, il va mettre votre mallette à l'abri dans la chambre forte pendant que vous l'observerez sur ce moniteur. Est-ce que vous acceptez, oui ou non? Voilà, donc tout naturellement, Zerga se retrouve avec Walsh. Tenez, voilà votre mallette, monsieur Zerga. Oh, magnifique. J'affiche le timecode, on est à 1h12 de film. Maintenant, avançons de 2 minutes 30. Vous êtes satisfait, monsieur Zerga? Je suis très satisfait. Ils sont toujours dans la salle de surveillance, n'est-ce pas? Oui, d'accord, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'entre les deux bouts de scène, on retrouve Mr. Walsh dans un couloir du casino. Grâce au monteur, il se retrouve à deux endroits en même temps. Pourquoi grâce au monteur? Parce que c'est le monteur qui a alterné les séquences comme ça, pour accentuer la simultanéité des événements, au prix d'une grosse boulette. Ce type est une vraie machine. Oh, je réfléchis, voilà tout. Il ne fait pas que penser. Il raisonne. Mais arrêtez de vous palucher avec vos extraits là, Michel. Oh, c'est bon. Alors dans cette scène, Al Pacino a ses lunettes. Mais lorsqu'il est de dos, sur le contre-champ, il les a jamais. C'est particulièrement flagrant ici. Et à la fin de la scène, sur le travelling circulaire, c'est une évidence. Maintenant, je vais faire appel à vos lumières, Michel. Ah, vous êtes vachement calé en avion, non? Oh bah je touche un peu ma vie, ouais. Disons que c'est un hobby, c'est même une passion, j'ai envie de dire, ça remonte à mes 8 ans. On est au début d'Ocean 13. C'est pas grave. C'est quoi comme avion ça, Michel? Oh, il fait sombre, hein, c'est pas évident à dire. Allez, Gulfstream G200, c'est un petit avion privé. Vous voyez quand vous voulez. Et ces hublots sont tout ronds, comme on peut le voir ici. Ensuite, on a une vue aérienne de l'avion arrivant à Vegas. Un petit mot sur le hublot, Michel? Rectangulaire à bord arrondi, c'est caractéristique des Boeing. C'est sûrement un 757. Un avion de ligne donc. Bah oui. Donc ce plan a été fait dans un avion de ligne classique et inséré au montage. À l'arrivée, on retrouve notre petit Gulfstream de tout à l'heure. Gulfstream. Qui n'a sûrement jamais décollé, mais juste été déplacé. En tout cas, rond ou rectangulaire, les hublots ne s'ouvrent pas. N'en déplaise à Mitt Romney. C'est qui ça? Vous savez pas qui c'est? C'est une blague pour les fans d'avion. Non, bah faut juste avoir suivi les élections américaines, l'actu du monde quoi. Y'a rien à dire. T'es un comique. Très marrant. Et y a pas que les hublots qui changent de forme. Regardez cette scène. Matt Damon demande à Julia Roberts de jouer Julia Roberts. De quoi? Laissez tomber. Ce qui compte, c'est qu'il lui file un coussin rectangulaire, en guise de prothèse de ventre. De quoi? Pour se déguiser en femme enceinte, quoi. Ah oui, d'accord, ok, bah c'est pas toujours clair vos explications. Bref, 10 minutes plus tard, ils se font démasquer et elle se fait coffrer. Une fois dans sa cellule, elle retire ce qui lui reste de déguisement et regardez, tac, l'oreiller est devenu rond. Ça vous inspire une autre blague sur les élections, Michel? Oubliez-moi 5 minutes, hein, ok? C'est pas parce que vous comprenez pas Une blague que n'importe... Je vous supporte plus. Je m'en lasse pas de ce truc. Bah vous êtes bien seul. Allez, je poursuis avec notre ami Georges, le pro de l'espresso et du faux raccord, dont la veste est ouverte sur ce plan et lecture boutonnée sur le plan suivant. C'est léger, hein. Leggero plutôt. Et c'est pas finito. J'en ai une fortée. Je rembobino. Ouais, stop, là c'est bon. Ok. Dans le reflet, là, on distingue la caméra ici, avec le cadreur assis derrière. Mais on a également un technicien, peut-être le pointeur, devant un bel escabeau. Et pour finir, un mec là, que je soupçonne d'être le clapman. Vous voyez là, on reconnaît le clap dans sa main. C'est du lourd ça, Michel, vraiment. 433, nous avons un encombrement à l'issue nord-ouest 052, dégagez-nous la caméra. Je les vois, bien reçu. C'est trop tard les mecs, le mal est fait. Et puis, c'est pas le seul reflet que j'ai trouvé. Regardez ça, ralenti. Un reflet de cadreur dans le rétroviseur. Et c'est pas fini les amis. Dans cette scène, Julia Roberts et un type regardent un tableau de Picasso. Femme à la guitare.
Du moins, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Parce que, je zoome, en y regardant de plus près, le mec est en train de fixer l'équipe technique du film. C'est bon ça, Michel. Vous en avez d'autres comme ça? Bien sûr. Si vous regardez attentivement ici, vous allez voir un bras. Tac. Mais c'est le bras de qui? Là, c'est le bras de Pete. Non mais sérieusement. Bah probablement d'un mec qui corrige la mise au point sur la caméra. Ouais, vous extrapolez un peu là, non? Vous doutez de moi, Michel? Non, pas un peu. C'est qui le meilleur? Enchaînez, Michel. C'est qui le meilleur? C'est vous le meilleur. Merci, Georges. Sérieusement, ça m'impressionne. Attends, j'ai pas terminé. Regardez ici, dans le miroir. Vous voyez rien, Michel? Franchement, non. C'est normal, Michel. Et maintenant, vous voyez quelqu'un? Ah ouais? Eh ouais. Mais je comprends pas, si c'est le cadreur, vu que le plan n'a pas changé, on aurait dû le voir juste avant. Parce que c'est pas le cadreur, c'est un appareil photo qui le tient. C'est sûrement le photographe de plateau. Regardez, on le revoit bien ici encore. Beau boulot, Michel. J'en ai un autre sympa. 19h30. Yen se fait enfermer et c'est parti. Dans cette scène, les mecs s'entraînent à faire leur casse. Ils ont une réplique exacte du coffre-fort du casino. Casey Affleck pousse le chariot. Je mets un petit compteur en bas pour compter les mecs. On a aussi Yen, l'acrobate, qui doit s'extraire du chariot. Don Cheadle, lui, est dans un autre endroit. Ça fait 3 mecs. Plus Brad Pitt, qui résume les opérations. De là, il faut que t'ailles jusqu'à la porte, sans toucher le plancher. Ça fait 4. Et les 7 autres regardent le spectacle. 7 plus 4 égale 11. L'équipe est au complet. Oui, et alors? Alors c'est qui ce 12e mec, ici, qu'on aperçoit dans le reflet de la vitre? Un technicien. Je me demandais où vous vouliez en venir. Par contre, à quoi ça sert d'avoir mis un gars ici? À mon avis, comme le chariot est à roulette, vous voyez, je pense que le technicien est là pour le tenir quand Yen monte dessus, pour éviter que le chariot glisse et que le comédien se casse la gueule. Effectivement, c'est une bonne explication. On a fini, Michel? Je sais pas, faut demander à Georges. Ça devrait être assez, t'es d'accord? Bah, j'aurais bien montré un dernier technicien dans le champ. Tu crois qu'il en faudra un de plus? Bah ouais, ce serait peut-être pas mal. Tu crois qu'il en faudra un de plus? Bah ouais, ce serait peut-être pas mal. On en trouvera un de plus. Je l'ai déjà trouvé, à vrai dire. C'est dans cette scène d'Ocean 12. À mon avis, ils ont tourné un peu à l'arrache, avec une petite caméra à grand angle. Et les gens qu'on voit sont pas tous des figurants. Ah bon, vous croyez? Oui. Par contre, l'ingé son est un vrai ingé son. De quoi? Je rembobine. Là, regardez. La caméra panote à 180 degrés. L'ingé son est derrière. Mais il a pas le temps de repasser derrière la caméra et se retrouve dans le champ. Le casque, la perche, la mixette, y a pas de doute, c'est bien lui. Alors ça, c'est énorme. C'est surtout très con, parce qu'au final, le son direct n'a pas été conservé. La séquence entière est en musique. Ils auraient donc pu se passer de lui. Très bon final, Michel. Ça vous a plu? Merci les mecs. High-tech. Une rubrique réalisée à 100% avec l'équipe The Golden Light. Aujourd'hui, nous vous dévoilons tous les secrets de la carte mère et ses composantes. Astuce truc réalisé par The Golden Light. Salut, bienvenue sur Trucs et Astuces. Ce numéro sera consacré à la carte mère. Donc, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi une carte mère? La carte mère, on appelle aussi mainboard ou motherboard en anglais. C'est un grand circuit imprimé sur lequel sont implantés grâce à des connecteurs les différents composants comme le processeur, la carte graphique, les disques durs, etc. La carte mère est en quelque sorte le système nerveux de l'ordinateur, dans la mesure où elle assure la communication entre l'ensemble des éléments essentiels de la machine. Ok, quels sont les composants connectés sur une carte mère? Puisque les cartes mères se présentent sous forme de grands circuits imprimés, dotés de connecteurs pour ces différents composants, qui sont le processeur, c'est l'élément le plus important de l'ordinateur. C'est le cerveau de la machine, on l'appelle aussi CPU, pour Central Processing Unit. C'est lui qui effectue la majorité des opérations, c'est-à-dire c'est l'élément destiné à interpréter et à exécuter des instructions dans un ordinateur. Généralement, la fréquence d'un processeur est exprimée en GHz. C'est le nombre d'opérations qu'il peut effectuer en une seconde. Plus sa fréquence est élevée, plus le PC est rapide. La mémoire vive ou barrette mémoire, généralement appelée RAM pour Random Access Memory ou encore mémoire à accès aléatoire. Elle sert à stocker temporairement les données en cours d'utilisation. Et lors de l'arrêt de la machine, les informations qu'elle contient sont effacées. Plus un PC dispose de mémoire vive, plus les opérations sont traitées rapidement. On peut augmenter la mémoire s'il y a des slots libres. Le disque dur. On peut dire que le disque dur est le réservoir de l'ordinateur. C'est le périphérique de stockage sur lequel l'ordinateur conserve ses données lorsqu'il est éteint, comme les jeux, les fichiers, les logiciels, etc. Généralement, sa taille est exprimée en gigaoctets. La carte graphique. C'est une carte électronique permettant la connexion d'un écran à un ordinateur. Elle permet d'afficher toutes les données sur votre écran. La carte son.
Aussi appelée carte audio est un périphérique interne ou externe de la machine. Elle vous permet d'écouter des sons provenant de votre ordinateur. Les ports. On a les ports USB pour brancher les périphériques USB, les ports PSD pour brancher les claviers et les souris PSD. La carte réseau, c'est un circuit électronique interne ou externe de l'ordinateur. Elle permet de connecter votre ordinateur à un réseau local et à l'internet. Les connecteurs, nous avons des connecteurs PCI, PCI Express et AGP pour les différentes cartes d'extension comme la carte son, la carte graphique, la carte réseau, etc. On a aussi des connecteurs SATA pour les disques durs et un connecteur Power pour l'alimentation. On a aussi une pile CMOS pour conserver certaines informations après l'arrêt de la machine comme la date et l'heure. C'est tout pour ce numéro de Trucs Astuces. Rendez-vous dans le prochain numéro de Quad 9 dans lequel on va vous parler des périphériques d'entrée. Restez branchés sur Quad 9, la voie vers l'innovation. Jeux vidéo. Vous avez sûrement aimé le jeu vidéo 007 et Doom. Aujourd'hui, nous allons vous dire pourquoi les jeux de guerre ont eu autant de succès. Reportage. Noël approche et les éditeurs de jeux vidéo fourbissent déjà leurs armes. Les fans attendent avec impatience les nouveaux épisodes des jeux de guerre à succès. Les opus précédents se sont déjà vendus par millions d'exemplaires. Le scénario est souvent le même. Le joueur incarne un militaire surentraîné chargé d'éliminer des terroristes et autres ennemis de la liberté dans des affrontements de plus en plus proches de la réalité. Et pour cause, certains studios n'hésitent pas à faire appel à des militaires américains pour les conseiller. Nous essayons de transmettre aux joueurs ce rapport privilégié, cet honneur que nous avons de travailler avec l'armée. Nous cherchons à montrer leur côté humain, tous les sacrifices qu'ils font, notamment vis-à-vis de leur famille, et nous montrons ce qu'ils ressentent vraiment au combat. Donner une image positive de l'engagement militaire, c'est souvent l'un des objectifs, conscients ou non, de ces blockbusters vidéoludiques. Une arme de communication massive pour l'armée qui, à l'inverse, inspire désormais des jeux dans ses campagnes de recrutement. C'est du montage très proche des réalisations des jeux vidéo, notamment les scénarisations. L'empreinte de la première personne comme un élément classique du FPS, qui est le jeu de tir à la première personne, voilà, pour mettre dans l'action, pour immerger, pour créer de la sensation. La cellule recrutement de l'armée de terre, à l'origine de la campagne Devenez vous-même, refuse de voir tout lien entre ces vidéos et les jeux de guerre à succès. Elle regrette même que le message délivré par certains jeux puisse avoir une mauvaise influence sur les jeunes recrues. Nos camarades américains utilisent ce système-là. Nous, on n'y est pas du tout. Eux, ils ont des batteries d'ordinateurs dans lesquelles les jeunes viennent jouer à des jeux vidéo, des jeux de guerre, et ensuite ils leur disent ça t'intéresse, venez chez nous, on va vous offrir un métier d'aventure. On a des jeunes qui arrivent chez nous, qui nous disent jouer à des jeux vidéo, et là on leur dit attention, n'allez pas vous imaginer que la vraie vie militaire, c'est ce que vous avez vu dans le jeu vidéo, vous allez vous tromper. L'armée est formelle, ses codes et ses valeurs sont à 1000 lieues de ceux que l'on trouve dans les jeux vidéo. Avis donc aux amateurs de flingage virtuel, la guerre est beaucoup moins amusante dans la réalité. C'est ici que débute le mode multijoueur de Red Dead Redemption. Dans ces plaines balayées par le vent, dans ces forêts de conifères, dans ces déserts pleins de dangers et ces régions montagneuses couvertes de neige. Pour les modes multijoueurs compétitifs, Rockstar Games a voulu que le joueur retrouve l'excitation des jeux de tir en multijoueur et l'esprit unique ainsi que les éléments de jeu propres à un jeu dans un monde ouvert situé dans le Grand Ouest américain. Les parties commencent avec un élément inédit, une confrontation à la mexicaine. Si vous êtes le dernier survivant à la fin de la fusillade, vous pourrez accéder aux meilleurs emplacements de tir pour tireurs d'élite. Chaque mode de jeu est une version western des modes de jeu classiques en multijoueur, basée sur une ville en particulier ou une zone géographique spécifique, tout ayant été conçu et pensé pour le multijoueur. Vous pouvez accéder à ces parties grâce à des repères spécifiques ou via une sélection élaborée par un membre du groupe. Le mode fusillade est un match à mort, et si un pistolet ou un fusil peuvent faire l'affaire, une bouteille incendiaire vous permet d'éliminer vos adversaires de manière radicale. Le mode fusillade en bande reprend le principe précédent mais en groupe. Le travail d'équipe fait la différence. Prenez l'ennemi à revers
ou placer judicieusement un coéquipier avec une Gatling. Le mode mise à sac est un mode de capture de drapeau en équipe, dans lequel chaque équipe a une base ainsi qu'un sac d'or. Pour une partie se déroulant dans Diez Coronas, vous devez être aussi bon cavalier que bon tireur, car les deux bases sont très éloignées. Dans d'autres zones, les rencontres sont plus intimes. Dans le mode ruée vers l'or, plusieurs sacs d'or sont disséminés sur la carte. Mais attention, les sacs sont lourds. Et si un seul sac vous ralentit un peu, 2 sacs constituent un sérieux handicap. Dans le mode course au magot, un seul sac apparaît de manière aléatoire. Les joueurs tentent de le récupérer et de le rapporter à la base, en espérant qu'une balle ne les fauche pas. C'est pourquoi il vaut mieux avoir un as de la gâchette dans votre équipe. Un peu partout dans le jeu, vous pourrez tomber sur des caisses avec des améliorations d'armes ou des munitions ultra puissantes ou encore un bonus de sang-froid. Le mode sang-froid ne ralentit pas le temps mais vous permet de cibler plusieurs ennemis pour un effet dévastateur. Dans les défis d'armes, prouvez que vous êtes un as avec l'arme de votre choix et vous obtiendrez une version dorée de votre arme pour gagner la bataille de style. Que vous choisissiez d'explorer les étendues vierges et gigantesques avec votre groupe, d'éliminer un groupe rival, seul ou accompagné, le multijoueur de Red Dead Redemption vous propose de vivre le jeu comme jamais auparavant. Et voilà, c'est la fin de cette émission et merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.